Donc, notre dernier intervenant est Chimère Diao. Donc on a essayé d'éviter un des tropismes de la profession qui est de rester trop entre soi et d'avoir que des gens qui, comme beaucoup d'entre nous, passent leur journée derrière un ordinateur à taper des choses plus ou moins intelligentes, pour aller chercher des gens qui sont en plus d'être des très bons théoriciens de l'économie, sont aussi des praticiens de l'économie, ce qui veut dire qu'ils sont aussi des praticiens de la société et de la nature. Et Chimère Diao est un excellent exemple. Il est le directeur général du réseau africain des forêts modèles. Il est docteur en anthropologie économique et il est aussi diplômé en philosophie et en sociologie. Alors, il a contribué ou dirigé plusieurs programmes internationaux dans le domaine environnemental qui ont porté sur la biodiversité, sur la pêche, les droits de propriété, les modes de vie ruraux et évidemment sur ce qui est sa spécialité, c'est-à-dire la gestion des forêts. Alors, qu'est-ce que c'est que les forêts modèles? Eh bien, comme leur nom l'indique, c'est des forêts qui visent à une exemplarité, on pourrait dire, démocratique en termes de gouvernance, en termes d'inscription dans la nature, de gestion des ressources rares que sont le bois et les autres ressources naturelles qui sont disponibles sur le sol de la forêt et qui fonctionnent de façon innovante, donc en termes sociaux et politiques. Autrement dit, pour ceux qui font partie des auditeurs matinaux de France Inter, ces forêts sont un exemple de cette autre économie à laquelle aspirait Bernard Maris et qui était le nom de sa chronique quotidienne qu'il a tenue pendant quelques années sur Inter, qui se tenait vers 7h moins le quart le matin. Alors, le réseau a des forêts au Cameroun en particulier et d'autres en développement dans d'autres pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie ou la République démocratique du Congo. L'intérêt de cette approche, c'est qu'elle ouvre l'économie non seulement sur les autres sciences sociales, mais aussi sur les sciences naturelles, puisqu'évidemment, la question de la forêt implique la question de la gestion de la biodiversité et de l'utilisation qu'on peut faire des sciences naturelles pour les exploiter au mieux. On se souvient que Bernard Maris était un des précurseurs de la question écologique et qu'il a été notamment candidat pour les Verts aux élections législatives à Paris en 2002, qu'il aimait se déplacer en vélo. Bon, il aimait aussi se déplacer en taxi, mais il faut moins le dire. Et que pour lui, la question, comme l'a dit Juliette Schor, la question de l'inscription des activités économiques et sociales dans leur dimension naturelle était absolument fondamentale. Il y a une autre question qui était chère à Bernard Maris et dont va nous parler en particulier Chimère Diao, c'est la question du pluralisme des formes économiques. Maris n'a jamais été un dogmatique d'aucune manière et il ne croyait pas tellement à un socialisme qui viendrait remplacer complètement le capitalisme. Il croyait plus à l'émergence de formes pluralistes d'économie, plus coopératives, autour des monnaies locales, autour de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'économie collaborative ou les formes d'échange qui passent éventuellement par Internet et les nouvelles technologies ou d'autres formes. Il était très attentif à cette émergence de formes pluralistes d'économie qui viennent de la société civile plutôt que de dictées d'en haut par de grands programmes issus de l'imagination de dictateurs bienveillants. Et donc, dans son intervention, Chimère Diao va mettre en évidence, comme le faisait Bernard, les liens entre la science, entre les citoyens et entre l'économie réelle. Et donc, il appellera au développement de ces modes alternatifs d'organisation de l'économie. Bref, il s'agit pour lui de nous dresser, ce qui est tout à fait logique dans la dernière intervention, des voies de transition vers un avenir meilleur, un avenir plus coopératif et moins concurrentiel. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très heureux de m'adresser à vous maintenant à cette occasion, qui est une belle occasion. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Je vais lire un peu un texte que je ne fais jamais. Je ne suis pas à l'aise en lisant. Je ne sais pas le faire. Donc, j'ai quand même mis des marques pour garder le fil et ne rien oublier. Voilà. J'ai intitulé mon propos aujourd'hui « Vivre ensemble demain ». Et en sous-titre pour une nouvelle alliance de l'économie avec l'écologie et les citoyens.
Et quand je parle des citoyens, je parle des citoyens dans le monde, y compris au Cameroun où je vis, au Sénégal, qui est mon pays, en Afrique, en Amérique latine, où j'ai des amis, ainsi qu'en Asie. Je pense que l'élément majeur de la période actuelle, c'est que nous ne pouvons plus ne pas penser le monde globalement. Et dans la deuxième partie de cette discussion, je vais l'aborder sous l'angle des émissions de carbone qui montrent clairement la solidarité globale de nos façons de fonctionner. Et nous avons besoin de comprendre ces processus pour pouvoir agir sur le monde de demain. Nous avons besoin de nous poser la question, comment allons-nous vivre dans un monde globalisé, dans un monde extrêmement connecté demain, et comment on peut le faire en prenant en compte les deux événements majeurs de 2015, qui sont l'adoption des objectifs de développement durable en septembre à New York et l'accord sur le climat à la COP21 à Paris, ici, il y a un mois à peu près. Parce que les éléments fondamentaux qui se posent derrière ces événements, la question majeure qui est posée, c'est la question de la nouvelle économie. Parce que si on dit qu'on va se débarrasser de l'extrême pauvreté, et derrière l'extrême pauvreté, il y a un objectif de se débarrasser tout simplement de la pauvreté, et si on dit en même temps que nous allons avoir un monde sans émissions, un monde sans émissions et sans pauvreté n'est pas possible sans une nouvelle économie. Donc le débat que nous avons abordé avec Bernard Maris, avec la question des émissions, avec l'enjeu sur le sens de l'économie, sur les valeurs qui sont portées par l'économie, ce débat, je souhaite le prolonger ici dans une prospective sur demain. Est-il possible d'être dans un monde sans pauvreté, sans émissions, sans changer de logiciel, sans changer de moteur? C'est la question fondamentale que je vous invite aujourd'hui à regarder. Les ODD sont une extension de l'effort des OMD. Les OMD ont eu beaucoup de résultats. Un demi-million d'enfants qui sont sauvés, disons. Hein. On a un demi-million de personnes qui sortent de la pauvreté. Nous avons à peu près 3 millions de gens sur les 21 dernières années qui ont un meilleur accès à l'eau potable. Hein. La mortalité maternelle qui tombe, les mortalités liées au palu. Il y a énormément de bons résultats qui sont sortis des OMD. Il y a eu l'émergence d'un certain nombre de pays dans la période de 15 ans, même si le mouvement a commencé bien avant. Il y a beaucoup de résultats. Mais il y a quand même 1,2 milliard personnes qui restent dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté dans le monde. Essentiellement en Afrique et en Asie du Sud. Nous avons un reliquat majeur en ce qui concerne la pauvreté. Et nous avons également, dans la cible 7A des OMD, un échec patent sur les questions environnementales. Nous avons 13 millions d'hectares par année qui ont été perdus dans la période. Nous avons des stocks de poissons qui se déplètent partout. Donc, sur les questions environnementales et des émissions, nous avons une croissance des émissions qui est extraordinaire dans cette période. Pour 90-2000, c'est à peu près, c'était des émissions de 22%, 11% je crois. Et la décennie d'après, c'était 33%. Donc nous avons eu, de façon nette, une péjoration des conditions environnementales. Et je prétends que la pauvreté et l'environnement sont des limites de système, c'est des frontières du système dans lequel nous sommes. Alors, c'était bien 10% la première décennie, 33% dans la suivante. Donc nous ne sommes pas seulement face à des limites quantitatives, nous sommes face à des limites de système donc, qui mettent en scène des tensions dont on ne peut pas se débarrasser sans changer les modes de production dans l'économie. Si nous prenons le cas de la pauvreté, premier point, je vais essayer d'aller un peu vite. Nous parlons d'endroits où les émissions de carbone sont encore très faibles. Juliette en a parlé juste tout de suite. Très peu d'émissions, je reviendrai là-dessus rapidement. Et il y a eu un débat qui a été posé par Paul Collier à un certain moment, qui nous dit, bon voilà, il y a 1 milliard, il y a le milliard du bas, de bottom billion,
qui sont là, qui représentent un groupe de pays qui ont des mauvais voisins, qui ont un ensemble de conditions extrêmement difficiles, et qui, dans le contexte de la croissance, lorsqu'il écrit, ont, d'après lui, peu de chances d'entrer dans le train de la croissance mondiale, comme l'ont fait d'autres pays, que ce soit Maurice, que ce soit les pays émergents. Il nous dit, bon, il y a le bottom billion. Et ensuite, il y a un débat qui est lancé avec une autre thèse, Andy Sumner, qui vient et qui nous dit, non, c'est pas seulement le bottom billion, et ça c'est à l'issue des OMD, nous avons le new bottom billion parce qu'il estime qu'il y a beaucoup plus de pauvres qui sont actuellement dans les pays émergents, ou qui ont été, disons, importés ou qui ont gradué avec leur pays dans la catégorie des pays à niveau intermédiaire. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il s'agit d'émergents, de pays en développement, de pays moins avancés. Hein? Nous sommes toujours dans une situation où la pauvreté constitue un écosystème qui accompagne les progressions et les avancées de nos modèles de développement jusqu'à présent. Donc si nous disons que nous voulons nous en débarrasser, il est important de regarder les conditions de production de cette pauvreté et son rapport avec les enjeux environnementaux qui ont su l'autre frontière que nous devons attaquer si nous voulons prévoir un avenir demain, vivre ensemble à l'échelle de la planète. L'écosystème de la pauvreté est en fait indissociable de la place de différents pays, différentes sociétés dans les chaînes de valeur mondiales. Il y a une division internationale des fonctions et donc de la place, une division stratégique qui détermine jusqu'à un certain point notre propensité ou notre disposition à être pauvre. Alors, il y a lieu de revenir ici. En Afrique, nous avons à peu près 15 ans, parce que l'Afrique est exemplaire sur ce plan-là, parce que c'est le continent le moins avancé, globalement. C'est un continent qui est en croissance, 15% en croissance depuis une quinzaine d'années. Très importante. Mais malgré l'importance de cette croissance, il y a de fortes chances qu'en 2030, on aura encore des pauvres en augmentation, puisque la croissance n'arrive pas à compenser. Et on verra tout à l'heure, lorsqu'on va parler des émissions, les enjeux qui se posent vers 2030-2040 lorsqu'on intègre l'Afrique comme continent et comme équation dans les enjeux climatiques. Parce qu'il est impensable que l'Afrique reste comme elle est aujourd'hui, qu'elle soit encore comme ça en 2050. Elle sera profondément transformée. Et donc, si nous n'anticipons pas sur l'entrée d'un continent comme celui-là, qui sera à peu près là, une personne sur 4 sera africaine à ce moment-là. Alors, dans les plans d'émergence africains, aujourd'hui, c'est très clair, il y a un objectif de convergence avec le reste du monde. C'est très clair. Et il y a un certain bien qu'ils soient très inégaux sur le continent, ces plans posent, et le fait qu'il y a eu en 2015 l'adoption de la tripartite, qui est un marché de 26 pays, de 625 millions de personnes, 1 trillion de dollars de PIB, donc qui est la partie avancée du projet africain de créer un marché commun africain. Le fait que la tripartite ait été adoptée en 2015 était signé, même s'il y a des problèmes, l'Afrique du Sud doit défendre ses avantages compétitifs, qui ne sont pas les mêmes s'ils se mettent avec d'autres pays qui vont mettre en danger son industrie textile, etc. Il y a des problèmes un peu que vous avez connus en Europe, mais c'est sur la table et c'est en train d'être fait. Maintenant, à partir de quel modèle ça va être fait et comment on va y aller, c'est une question centrale qu'il faut connecter aux discussions que vous avez ici en Europe ou que nous avons ailleurs dans le monde aujourd'hui. Alors, il y a lieu de revenir donc à ce moment-là sur l'accélération des émissions dont j'ai parlé tout à l'heure et ce qu'elle représente. D'abord, l'essentiel de cette accélération vient des pays du Sud. Très nettement. Nous avons une évolution c'est 48% d'augmentation qui viennent des pays du Sud, 90-2000. L'année d'après, c'est 81%. J'ai un graphique, malheureusement, qu'on n'a pas pu mettre ici, mais qui est très exemplaire, parce qu'on voit très clairement les émissions entre 90 et 2010 dans les pays du Sud, la manière dont ils augmentent, on parle de vitesse d'augmentation, et les émissions dans les pays du Nord, qui restent relativement stables ou qui régressent légèrement. C'est le premier point.
Mais lorsqu'on prend le deuxième point, on regarde la nature des émissions, parce que au niveau des émissions per capita, il y a également, bon, naturellement, logiquement, c'est mécanique, il y a également une augmentation des émissions per capita des pays du Sud et contre un ralentissement des émissions des pays industrialisés. Mais lorsqu'on fait le rapport avec les revenus, mais l'histoire change du tout au tout. Parce que ce qui se passe, c'est que le PIB par habitant, lorsqu'on prend les 10 premiers émetteurs, la Chine, premier émetteur mondial, qui a dépassé les États-Unis en 2006, on la retrouve, elle est en 8e position. Par émission, par tête. Et lorsqu'on le prend le revenu, et c'est là où c'est intéressant, il y a un parallèle. Lorsqu'on sait le revenu, c'est également la 8e position, par tête. La Chine, un Chinois en moyenne, c'est un peu moins de 7 000 $ par année en 2013. Et les États-Unis, c'est combien? Oui, ça c'était le premier. Donc vous l'avez vu. On voit très bien, voilà, c'est là. Vous voyez là, il y a un parallèle extraordinaire. Ça, c'est les 10 premiers émetteurs. Vous voyez les Chinois là-bas, ils sont carrément là. C'est la 8e position. Je crois que c'est la 8e ou la 7e. Juste avant l'Indonésie et l'Inde. Et en termes d'émissions, per capita, c'est la courbe bleue, c'est la courbe rouge. On voit très bien comment, au fur et à mesure que les pays, parce que les États-Unis, c'est 53 000 $ par tête d'habitant. Et l'Australie n'est pas là. L'Australie, ils sont à 62 000 $ par tête d'habitant. Alors, imaginez-vous une Chine, premier émetteur mondial en termes absolus, où chaque Chinois consomme comme un Allemand. Imaginez-vous. Un Allemand, c'est 52 voitures pour 100 habitants. Ça veut dire qu'un Allemand sur 2 a sa bagnole. On va se retrouver avec quoi à l'échelle mondiale? Lorsque les Africains vont émerger comme les Allemands, comme on y aspire, on traverse l'Atlantique à la nage pour être comme les autres. Lorsqu'on le fera chez nous, vous croyez qu'on aurait combien de voitures dans le monde? Combien? Ingérable. Absolument ingérable. Alors, et ça, c'est l'ensemble des produits et des processus de l'économie qui produit, utilise et jette, qui est le modèle d'industrialisation sur brûlis qui est né après la guerre mondiale aux États-Unis, que Cicillinski Graciela appelle slash and burn industrialization. Et ce modèle est devenu le benchmark de l'industrialisation partout dans le monde. Et pour elle, l'origine des problèmes environnementaux de notre temps viennent de ce modèle qui, à un moment donné, accélère ce déséquilibre entre l'Occident, les pays industriels qui surconsomment, et les pays du Sud qui vendent leurs ressources à un prix inférieur à son prix de reproduction. Donc nous avons un dilemme qui se construit là et qui aujourd'hui est en train de se transformer, puisque les OMD ont vu l'émergence des émergents. Le monde est déjà totalement différent. En 2035, la géopolitique du monde sera totalement différente. Lorsqu'en 2050, ce sera encore plus différent qu'aujourd'hui. La question qui se pose dans les pays du Nord, c'est sommes-nous prêts à accepter de ne plus être l'espèce dominante dans la chaîne trophique sociale? C'est pas facile. Lorsque vous êtes hollandais, là, vous arrivez au Kenya, vous prenez votre visa tout de suite, quelquefois c'est gratuit. Vous rentrez. Moi, je suis sénégalais, je suis africain, ils ne me laissent pas entrer si je n'ai pas appliqué 2 semaines avant. Il y a des privilèges extraordinaires qui sont liés au mode de vie qu'on critique et l'économie qu'on est en train de discuter. Et il est important de savoir que la société va bouger, elle va se transformer. C'est inévitable, il faut qu'on se prépare. Et pour cela, il faut préparer un modèle solidaire qui fonctionne dans la tête et dans la pratique de façon totalement différente. Donc je pense qu'il y a cette interrogation-là qui vient directement de ce qu'on peut voir sur les émissions. C'est impossible. L'Afrique, c'est quoi? C'est moins de 3% d'émissions. Et pourtant, dans un laps de temps, je n'ai pas mis ça ici, ces émissions ont doublé en moins de 10 ans. J'ai regardé à un moment donné les consommations de pétrole, etc. C'est rien du tout. Mais c'est très clair qu'il faut observer le continent africain, puisque on sait
que c'est une consommation des énergies fossiles qui est en train d'augmenter. Alors, imaginez-vous une Chine, premier émetteur mondial, 8e émetteur par tête d'habitants. Vous imaginez l'Afrique, où on est 2 fois plus nombreux que les Chinois en 2050, on sera à peu près presque 2 fois plus nombreux que les Chinois. Imaginez cela, en croissance. S'il n'y a pas une réponse qui est adéquate à l'échelle globale et dans les interactions entre les peuples, entre les gens, la manière de pratiquer, la manière de penser, si on ne sort pas du dogmatisme de l'économie telle qu'elle est, qui veut nous faire croire que c'est des lois naturelles qui sont distantes des processus sociaux, de leur existence, de leur matérialité, de leur réalité, on va au mur. C'est des tendances objectives qu'on peut sortir de l'étude de ces phénomènes. Un autre élément très important, il y a un rapport de la commission d'enquête croissance, prospérité, qualité de vie du Bundestag de 2013, qui fait un parallèle très simple en disant oui, nos émissions ont baissé, mais nous consommons de l'émission qui est produite ailleurs. Et que lorsque nos émissions baissent de 2% et qu'on intègre les importations de dioxyde de carbone qui viennent des pays qui produisent pour nous, où certaines des activités sont délocalisées, nous sommes à 520% plus que les 2% qu'on a baissé. Donc nous sommes dans un système monde. Il ne faut pas dire simplement la voiture électrique qui est produite ici, que vous conduisez, qui est une énergie propre, mais il faut connaître dans quelle chaîne de valeur mondiale elle s'intègre, depuis les terres rares, comment elles sont produites et quels sont les niveaux de dégradation environnementale qui sont déjà incorporés, cristallisés à l'intérieur de la voiture en mouvement. Donc, produire de nouvelles voitures électriques, ça ne veut pas dire qu'on est en train de répondre au problème. Il faut intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale et l'intégrer de façon dynamique avec une prospective pour pouvoir comprendre l'économie politique de ce que nous sommes en train de faire. Et donc c'est un peu, à mon avis, cette discussion sur les frontières du système que nous atteignons, c'est une discussion qui doit nous interroger, qui nous amener à intégrer ces différents éléments de notre système de création de richesse. Je pense le découplage est un mot qui n'a pas bonne presse, parce qu'il a été hijack très vite. Hein. On dit on va découpler, on va régler le problème avec un découpage, une mise en œuvre de certaines technologies, de l'efficacité écologique, en reprenant les mêmes bases. Mais il est évident pour moi qu'on ne peut pas avoir de futur s'il n'y a pas un découplage des émissions avec la production de richesse. Parce que les Africains ne vont jamais accepter, ni les gens au Bangladesh, en Chine, on ne va pas accepter de rester pauvre ad vitam aeternam et de venir mendier aux portes de l'Europe. C'est impossible. Il est impossible que cette situation continue. Et je vis avec des gens en Afrique qui sont intelligents, qui produisent. Dans notre réseau, nous avons des femmes qui tous les jours créent de nouveaux produits que vous ne connaissez pas, qui sont des produits énergisants, qui sont des cosmétiques, mais qui n'ont pas les finances encore, qui n'ont pas l'ensemble des technologies qui peuvent leur permettre de créer, de développer ces chaînes de valeur, mais qui ont commencé à le faire et qui travaillent à le faire et qui vont arriver à cela, avec leurs propres moyens, avec l'aide des autres peut-être, mais peut-être sans l'aide des autres également. Quand ces gens seront arrivés à un point où ils sont dans l'économie, à un niveau de production qui, sans être proche, même très proche du dernier américain, étant même significatif, apporte beaucoup de choses dans les processus, le poids qui est ainsi créé change la donne. Et donc, il est fondamental que le type d'économie que nous allons aider ces gens à mettre en place, ce type d'économie soit déjà en avance sur le niveau où nous trouvons. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'inscrive dans une perspective de troisième révolution industrielle, dans leapfrogging et non pas dans le suivi, ce qu'on appelle la convergence avec les autres pays. Ça va faire exactement ce que les pays industriels ont fait et les émergents et venir rejoindre ce lot. Il faut que nous puissions être en avance sur vous dans les processus de production. Or, les technologies sont pour l'essentiel au nord. L'argent pour l'essentiel est dans les pays industrialisés. Et
le rapport avec les pays du Sud est beaucoup plus pensé à cause de cette idéologie dominante en termes de part de marché, de concurrence, d'avoir des trucs, ce qui est bon, ce qui est légitime. Mais ce qui ne suffit pas à créer une société où la richesse se produit de façon beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus latérale, pour parler comme Rifkin, qu'actuellement. Et ce n'est pas facile de sortir de ces schémas, des schémas où on ne peut pas intervenir quelque part de façon moins maximaliste. Puisque la logique de maximisation est une logique de maximisation du profit. Je prends tout ce que je peux prendre à un moment donné sur la base de mes comptes. Or, je prétends qu'il faut modérer, qu'il faut changer cette façon de faire, avoir un processus, une économie qui est plurielle, qui est multiple, où il y a peut-être des gens un peu classiques, business as usual, ils ont le droit d'exister, mais où il y a de plus en plus de formes collaboratives, très, très variées, de formes coopératives pour produire de la richesse, et surtout pour échanger des savoirs. Donc les défis posés à la société par la nécessité de ce basculement dans une autre économie sont immenses. Il s'agit de choix que les États, les citoyens et leurs sociétés doivent faire aujourd'hui pour exister dans le monde de demain. Donc c'est des choix à faire maintenant. Et la chaire, le regretté Bernard-Marie, à qui l'UNESCO dédie cette chaire, a fait ce type de choix comme on nous l'a montré aujourd'hui très clairement. Un choix d'engagement citoyen dans une économie, dans une conception plurielle. Bien sûr, il y a des remises en cause, mais c'est des remises en cause constructives. Il ne s'agit pas de critiquer l'économie conventionnelle pour la critiquer. Il s'agit de proposer d'autres façons de faire l'économie et d'être un exemple et de pousser les gens par l'émulation. Parce que lorsque les gens parlent de Bernard-Marie, je vois l'impact qu'il a eu sur vous. Je ne l'ai pas connu, comme j'ai connu Jacques Weber et d'autres. Mais chez nous, le témoignage de ce qu'on laisse, c'est le signe de ce qu'on a été dans la société. Et les témoignages comptent. Et donc, ce qu'on m'a dit, et ce que j'ai entendu, ce que j'ai pu lire, c'est la façon dont son combat contre l'économie conventionnelle revendiquer des îlots de résistance dans cette économie, le développement d'un pluralisme de forme économique auquel il croyait et qu'il pratiquait, en lien avec les questions de démocratie, d'écologie et de société. C'est cette préoccupation que nous partageons avec vous. Donc cette chaire en économie et société est le signe que nous sommes nombreux à penser qu'il est temps de porter cette réflexion au loin, de porter cet engagement. Et pour moi, personnellement, pour nous, il s'agit d'anticiper une nouvelle grande transformation comme celle que Polanyi a décrite. Parce que Polanyi nous montre très bien ce qui se passe. Le mouvement de désenchâssement de l'économie, de la société. Dans nos sociétés, qui restent des sociétés de réciprocité, même si c'est des sociétés qui ont le même moteur capitaliste que nous avons, l'économie est beaucoup plus enchâssée dans les relations sociales. Il y a beaucoup plus de choses qui passent dans le marchandage, dans l'informalité, ce qu'on appelle l'informalité. Mais il y a eu un désenchâssement de l'économie qui s'est fait à l'échelle mondiale, mais ensuite, de plus, il y a eu le réenchâssement de la société à l'intérieur de l'économie, pour que les relations sociales commencent à se mesurer en termes définis par l'économie conventionnelle. Et j'ai vécu dans des endroits et des situations, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui sont extrêmement révélatrices de cet effet. Aujourd'hui, lorsque, avec le covoiturage, l'économie collaborative, le partage de repas, enfin tout ce qui est en train d'émerger, les MOOC, il y a toute une série d'éléments qui sont en train d'émerger, où en Occident, on repose la question d'une économie différente. Et l'économie solidaire, à peu près, se double chaque année depuis qu'elle a émergé. Donc il y a de l'avenir. Mais nettement, ce n'est pas tout à fait suffisant. Il faut faire beaucoup plus. Il faut articuler ça beaucoup mieux. Mais il y a ce qu'on peut appeler des propriétés intrinsèques du système qui permet d'aller de l'avant et de voir ce que ça peut donner. Une perspective africaine, c'est... J'aime bien l'interaction, j'ai envie de te laisser parler.
Je pense que la chaire dont il est question ne pourra pas faire l'économie de certains débats de fond. Tout à l'heure, Juliette, tu parlais de la manière dont, en fait, l'écologie, est ce que je crois, a d'abord été traitée par l'économie comme une altérité, quelque chose qui est à l'extérieur. Et vous savez, le langage, il faut externaliser, ce sont les externalités, et lorsqu'on se rend compte que ça ne marche plus, il faut les internaliser. Et moi, j'ai vu ça concrètement dans mon travail sur les systèmes de parts, le système de rémunération à la part que j'ai contribué à modéliser, et également dans la tenure foncière, où les débats qui se déroulent, qui sont extrêmement élaborés sur le métayage, sur les formes d'altérité économique, qui ont une validité, qui ont une résilience, qui ne disparaissent pas. Et les gens vous disent qu'ils n'ont pas de raison d'être. Et maintenant, lorsqu'ils se rendent compte que ces systèmes ne disparaissent pas, parce que ces systèmes ont une plasticité, une capacité à rester dans le paysage qui est absolument extraordinaire. Il faut les comprendre et comprendre leur complexité mathématique, leur complexité également, l'enchâssement de ces processus, de certain nombre de principes dans des processus extrêmement complexes pour comprendre pourquoi ils ne disparaissent pas. C'est des systèmes qui se transforment en restant les mêmes, ce qui est la base de la résilience humaine. La résilience sociale est très différente. Le capitalisme est un système résilient parce qu'il est capable de changer en restant lui-même. Et à un moment donné, tout système atteint des frontières. À ce moment-là, c'est son noyau qui se déplace. Et sur le noyau de dépasse, nous avons un shift. Nous changeons de système. Or, les systèmes qui ont été étudiés à la marge par l'économie conventionnelle sont des systèmes résilients qui continuent à exister. Aujourd'hui encore au Cameroun, c'est le système, c'est la tenure enchâssée. Au Ghana, à Sumatra, en Indonésie, en Thaïlande. Donc ce sont ces systèmes qui sont présents dans des pans extrêmement importants de l'humanité et qui fonctionnent encore. Le système de crédit rotatif, les tontines, qui permettent de capitaliser, qui aident des millions de femmes à déplacer des millions de dollars, peut-être même beaucoup plus que là, des centaines de millions, dans des circuits économiques extrêmement complexes que les gens ne comprennent pas, qui ne sont dans aucune statistique. Parce que si on suivait les statistiques, il n'y aurait plus personne en Afrique, les gens seraient déjà morts. Parce qu'on n'est pas capable de capturer ce qui se passe, la richesse qui est produite et les façons dont elle est produite. Et donc, il y a eu l'économie, les systèmes, les théories qu'on a fait beaucoup de tort. Mais maintenant que les gens réinventent, je prends par exemple le crowdfunding, mais le crowdfunding, le financement de foule est la base à partir de laquelle, par exemple, l'immigration mauritanienne au Sénégal, les boutiques, les gens, mais c'est un financement de foule. Les gens sont financés par leur communauté. Ils s'installent, une fois qu'ils ont leur boutique, ils financent quelqu'un d'autre et ils s'étendent comme ça. Moi, j'ai vu des gens, des Sénégalais à New York, à Harlem, parce qu'il y en a beaucoup à Harlem, qui échangent avec le Sénégal à travers des systèmes où il n'y a pas d'envoi de marchandises. Ils n'utilisent même pas l'Express Union. C'est des systèmes où quelqu'un achète quelque chose là-bas et l'autre achète de l'autre côté quand c'est le moment. C'est basé sur la confiance d'autres types et c'est une forme moderne, avancée d'utilisation de la confiance dans l'économie. Parce que les systèmes de signature, c'est parce que nous avons perdu le capital confiance qui pouvait présider dans l'économie, ce qui est un peu lié aussi à l'augmentation des sociétés et c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Et donc, il y a des synergies qui sont possibles, mais ça demande beaucoup d'imagination, beaucoup d'inventivité. Et lorsqu'on prend le dernier point que je veux tuer, c'est un peu la question de l'économie. Vous m'excusez, hein, je saute beaucoup de choses. La question de l'économie circulaire. C'est vraiment plus proche de l'économie symbiotique. Oui, c'est une économie fondamentalement où nous sommes beaucoup plus proches des fonctionnements naturels. Bon, bien sûr, il y a le biomimétisme qui regarde la façon de faire certaines choses. Nous, on le fait dans le réseau African Forest Model en utilisant les réseaux mycéliens, les champignons mycorhiziens, les bactéries également, qui colonisent la racine des sols pour les réseaux mycéliens, les racines des plantes, pour aller chercher l'eau, le phosphore, un certain nombre de nutriments. Les rhizobiomes captent l'azote de l'air, hein, c'est des bactéries qui le font, qui alimentent la plante. Et dans cette symbiose, nous arrivons à régler un certain nombre de problèmes majeurs de l'agriculture africaine, qui est un problème de fertilisation de ces sols. Et derrière ça, il y a toute une série de procédés qui sont en train d'être développés en Afrique. Les centres Songhai, qui ont à peu près 30 ans d'existence à Porto Novo, ce sont des modèles d'économie bleue. Et l'économie bleue, ce n'est pas seulement le modèle maritime, d'économie maritime, qui est développé par les Seychelles, par l'Union européenne, que je respecte et je pense qui est très important, mais c'est le concept développé par Gunther Pauli, qui est un concept
extrêmement inventif, où on comprend le fonctionnement intime des processus pour les intégrer, les approprier et innover sur cette base. Et c'est une innovation qui coûte moins cher, qui est beaucoup plus efficace et qui a aussi une capacité de mettre les gens ensemble pour trouver des solutions. Donc je vais terminer en fait donc sur cette idée que l'économie circulaire, écologique, symbiotique, met l'accent sur les solutions, les compétences locales, les chaînes de valeur courtes, elle est plus proche des gens, elle est moins coûteuse en transport, elle utilise la gravité, le soleil comme source d'énergie, les processus physiques plutôt que les processus chimiques. Elle réutilise les déchets. Au Cameroun, nous avons produit les premières productions en forêt modèle sont des productions de déchets. Hein. On a pris à peu près 70% des bois qui sont jetés après leur utilisation, par les industries et par les forêts communautaires. Un petit bois comme ça, ramassé dans la forêt, qui allait pourrir, augmenter les émissions, etc., on le récupère, ça nous donne un produit qui coûte à peu près 20 €, qui est fabriqué dans la brousse. Quand les gens ont commencé à voir ça, ils n'y croyaient pas. Les collègues le premier collègue qui a travaillé dessus, c'est un collègue québécois, qui a fait un jour de formation. Il a travaillé avec les tourneurs de la forêt modèle de Diaempomo. Un jour de formation, ces gens ont commencé à produire les silos. On a commencé à acheter ça, certains mécanismes au Québec. Après, il a fallu les acheter en Chine, les mécanismes qui complètent le dispositif. Bon, imaginez une pleine prise en main de ces déchets dans la production de parpaings, parce qu'on a des gens qui ont des modèles pour produire des parpaings, de meubles, dans le développement des chaînes de valeur. Aujourd'hui, si vous regardez les chaînes de valeur forestières, c'est extrêmement intéressant. On dit que la forêt tropicale africaine, c'est le deuxième poumon de la planète, blablabla. Mais lorsqu'on regarde, l'Afrique, c'est 2,8% du produit, de la valeur ajoutée mondiale du bois. C'est moins de 3%. C'est le seul continent qui a une structure inversée de sa production, où on produit du primaire et du bois de feu, alors que tous les autres produisent des meubles, font des produits très avancés dans le bois et les autres produits forestiers. Il y a donc une nécessité d'optimiser les processus que nous avons, de leur donner une conscience écologique, une conscience carbone, awareness, et une intelligence de ces processus pour que les gens fassent les bons choix en mettant en place le logiciel de transformation. Alors donc c'est un peu ça que je voulais vous dire, encore une fois en vous remerciant de votre attention et en vous invitant à marcher ensemble pour une meilleure économie dans une société plus heureuse. Merci.